Émission spéciale Loi Laglaise, séparation du bâti et du foncier, renouveau du droit à la propriété, mardi 11 février 2020. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. Il doit être pas loin de 18h30 si vous nous écoutez. Un sujet extrêmement important qu'on appelle la séparation du bâti et du foncier. Mais on reviendra sur cette idée en fait de la séparation du bâti et du foncier pour que vous compreniez bien, chers amis, de quoi nous parlons. On va parler d'une loi qui a été adoptée par un député qui est issu du MoDem, qui est député de Haute-Garonne, je crois, de la deuxième circonscription de Haute-Garonne. C'est Jean-Luc Laglaise qui était avec nous sur le plateau. Cette loi a été créée pour mettre fin à l'emballement des prix du foncier, prévoit notamment la création d'organismes fonciers libres et la fin de mise aux enchères de biens fonciers publics dans les zones tendues. Cette loi, normalement, elle a été adoptée, a pour principal objectif de faciliter l'accès à la propriété pour tous, puisque le sous-jacent de cette loi, Jean-Luc Laglaise, c'est justement de permettre à tous les Français de se loger décemment et dignement. Donc Jean-Luc Laglaise, merci d'être avec nous, c'est votre émission. Merci de m'avoir invité. Alors, je rappelle juste quelques éléments biographiques. Vous êtes élu depuis 2017, député de la deuxième circonscription de Haute-Garonne, président départemental du MoDem depuis 2011. En 2014-2017, vous étiez adjoint au maire de Toulouse. Vous avez été conseiller municipal de Muret. Vous êtes aussi, avant tout, aussi un professionnel de l'information patrimoniale et vous êtes même ce qu'on appelle un CGP, on peut le dire, conseiller en gestion patrimoniale. C'est votre premier mandat en tant que député. Et vous avez déjà une loi qui va porter votre nom. Oui, effectivement, c'est assez rare qu'un jeune député, en termes de temps, ait déjà une mission confiée par le Premier ministre qui lui soit... On pourrait même dire que c'est le fantasme de tous les députés, dès qu'ils rentrent en premier mandat, d'avoir la loi qui porte leur nom. Julien de Normandie à la sienne, avec le de Normandie dans l'ancien, mais lui, par contre, il est ministre. Oui, en général, les lois portent le nom du ministre. Merci d'être avec nous, d'avoir accepté de venir parler de ce sujet. Bien évidemment, on le sait, on va en parler, hein, Jean-Luc Laglaise, votre projet de loi a été très attaqué, de façon très virulente, et on peut même dire assez méchante d'ailleurs, donc l'heure est venue aussi, dans cette émission, si vous voulez bien, de démonter toutes les mystifications possibles autour de votre texte. Il a été attaqué par des gens qui ne sont pas des professionnels. Les professionnels ont bien compris le projet de loi et l'ont relayé parfaitement et ont même posé des questions auxquelles je n'avais pas pensé et sur lesquelles il faudra effectivement continuer à travailler. Et c'est bien le sujet du jour. Pour en parler, je vous propose, on a invité des professionnels sur le plateau pour justement essayer de décortiquer un petit peu et de démonter les objectifs. Je vous recommande, chers amis aussi, d'essayer d'éviter en fait les entre-soi, c'est-à-dire des termes trop techniques. On a des auditeurs qui sont des particuliers pour beaucoup, pour leur donner aussi les clés de compréhension. Nous avons Jeanne Massa, cofondatrice d'Habiteo sur le plateau. Salut Jeanne. Bonjour. Bon, Jeanne Massa, on la présente plus, elle est habituée de Radio Imo maintenant. Ça, oui, un petit peu. Hein, Jeanne Massa, on parlera tout à l'heure un petit peu d'Habiteo aussi, parce que on va présenter ce que vous faites. Vous aidez effectivement à la fluidification de la vente de l'immobilier neuf. Oui. D'accord, on va en parler. Vous êtes ce qu'on appelle, c'est plus le cas maintenant depuis 5 ans, mais vous étiez une start-up maintenant. Vous êtes toujours une start-up ? On l'est toujours. Ça dépend ce qu'on entend derrière. On peut tout dire et rien dire avec start-up. Mais aujourd'hui, on est dans un modèle économique qui est encore celui d'une start-up. Voilà. Une plateforme d'information qui nous a d'ailleurs beaucoup aidé pour la préparation de cette émission, c'est rendementlocatif.com. Bonjour. Bonjour. Vous appelez Bassel Abedi, c'est bien ça ? Oui. Alors, Bassel, c'est vous qui avez fondé cette plateforme, tout à fait, rendementlocatif.com. Oui, je suis le fondateur de cette start-up et on est localisé à Bordeaux maintenant. Vous êtes localisé à Bordeaux. C'est combien de temps que vous existez maintenant ? Alors en fait, ça fait longtemps parce qu'au début c'était un projet personnel disons que l'entreprise telle qu'elle existe aujourd'hui est vraiment la structure, on va dire depuis 2016. On est ravis d'être avec vous sur le plateau. En tout cas, vous aviez fait un article parmi les nombreux articles qui ont été publiés autour de la loi du député Jean-Luc Laglaise. Je vous le dis, nos journalistes ont été unanimes sur la question, qui était très précis et très renseigné. Voilà. Donc, les amis, si vous souhaitez y aller, c'est www.rendementlocatif.com. Voilà, c'est dit. Nous avons un promoteur sur le plateau, c'est Mathieu Viennet. Oui, bonjour, merci pour votre invitation. Vous êtes le fondateur de Livings. Exactement, qui est un jeune promoteur qui est très attentif et très sensible aux questions justement de prix de sortie des logements dans l'immobilier.
C'est la dent creuse, hein, les prix de sortie. Hein, Aujourd'hui, je dirais que c'est le principal défaut de notre secteur, c'est notre incapacité justement à arriver à réguler les prix. Et comme très souvent on a du mal nous à prendre les initiatives, c'est pas plus mal que le modèle et l'effort viennent d'en haut. Merci Mathieu d'être avec nous. Alors vous Mathieu, vous avez une particularité, c'est que vous êtes bien sûr un professionnel du secteur. Vous avez travaillé pour des grosses marques de la promotion immobilière, vous êtes passé et vous êtes installé, vous avez créé votre entreprise. Elle existe depuis quand ? Alors c'est une jeune entreprise puisqu'elle existe depuis 3 ans et en fait elle s'est créée sur un courant qu'on essaie de défendre aussi au même titre que le prix de sortie d'un appartement ou d'une maison dans le neuf, autour des questions digitales, un peu comme Habitéo. C'est un élément aujourd'hui qu'on considère comme étant central pour permettre aux clients, au-delà du prix auquel ils vont acquérir leur logement, c'est un moyen pour eux d'avoir un service de qualité et de leur simplifier la vie justement pour acquérir. Merci en tout cas d'être avec nous. Nous souhaitons effectivement que ce débat soit actif et proactif, notamment pour donner les clés de compréhension, chers amis. Sur le forum de Radio Imo, vous n'hésitez pas bien sûr à poser vos questions. Si vous venez prendre l'émission en cours, voilà, on vous y répondra sans problème. En tout cas, n'ayez crainte, vous pourrez bien sûr télécharger l'émission, le podcast, sans aucune difficulté. Jean-Luc Laglaise, quand on dit que votre loi, c'est la clé d'entrée, l'antichambre d'une modification substantielle du droit de propriété en France, est-ce qu'on a raison ? On n'a pas raison, parce que le droit de propriété en France n'est absolument pas modifié par cette loi. Cette loi, d'ailleurs dans l'article 2, parce que cette loi comprend 8 articles, et donc 8 parmi les article 50... Création d'organismes fonciers libres pour dissocier la propriété du foncier et du bâti. Oui. Donc c'est l'une des 50 idées que j'ai proposées au Premier ministre dans le rapport, d'ailleurs que je peux vous laisser, le rapport sur la maîtrise du coût du foncier. Et si on peut faire une petite vue sur le rapport, voilà, auquel on a accès, d'ailleurs tous les Français ont accès à ce rapport. Tout à fait, il est téléchargeable sur mon site internet jeanluclaglaise.fr. Voilà, jeanluclaglaise.fr, on trouve téléchargé. Et bon, il est costaud quand même le rapport. Je suis pas sûr que tout le monde le lise. Il est, pour un rapport parlementaire, il est aéré, il a beaucoup de schémas, beaucoup de photos. Beaucoup d'illustrations, et donc il est quand même assez facile à lire. Et pour chacune des propositions, j'explique pourquoi je la fais. Parce qu'en fait, elle ne vient pas de rien, elle vient à chaque fois d'un constat. Parce que régler la problématique des prix de logement en France, ça ne se fait pas comme ça. Et dire que l'on va baisser le prix des fonciers, c'est également une utopie. Ce que je souhaite faire, c'est casser la spirale infernale de l'augmentation du prix du foncier. Mais baisser le prix du foncier, c'est quelque chose qu'on n'arrivera pas à faire. Il faut réfléchir différemment. Alors je récapitule, il n'y a pas de substantiellement parlant, vous ne modifiez pas le droit de propriété dans notre pays. Pas du tout. Le droit de propriété est inscrit dans la Constitution en France, donc, il ne bougera pas. Ok, donc quand on dit sur un texte que j'ai lu récemment que le député Laglaise... Alors c'est intéressant, il faut une réponse à ce texte, c'est plutôt une attaque plutôt intéressante, qui dit, voilà, Jean-Luc Laglaise ouvre la porte au droit de l'amphithéose. Vous n'ouvrez pas le droit de l'amphithéose, on ne va pas vers un droit anglo-saxon. Absolument pas. On ne va pas vers un droit anglo-saxon. J'utilise des clés qui existent déjà dans le droit français. Donc la dissociation entre le foncier et le bâti existe déjà dans le droit français, elle existe depuis 2014, c'est la loi Allure qui l'a créée, en créant les organismes fonciers solidaires qui, eux, vont être propriétaires de terrains, qui vont acheter et qui vont faire édifier sur ces terrains un immeuble et vont vendre les murs des appartements de cet immeuble à des personnes sous condition de ressources. À quoi ça sert cette OFS qui existe déjà ? Donc là, on ne parle même pas de mon projet de loi encore. Oui, on est en train de mettre le cadre. À quoi sert cette OFS ? Ça sert à faire revenir des personnes sous condition de ressources habiter dans les centres-villes. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, dans les centres-villes, ne peuvent habiter que les personnes qui ont les moyens de se payer les appartements au prix où ils sont, ou les personnes qui sont sous condition de ressources, qui peuvent soit bénéficier de logements sociaux, soit faire de l'accession sociale à la propriété via des OFS. Et donc vous avez toute une frange de la population, toutes les classes moyennes, qui ne peut plus accéder. Alors, juste pour compléter, ensuite je ferai circuler la parole, en préambule, c'est important de le préciser, c'est quoi la séparation bâti-foncier ? Est-ce qu'on achète un cube d'air ?
On n'achète pas un cube d'air, on achète son appartement. Et quand vous êtes dans votre appartement, si vous avez acheté la quote-part du foncier de votre immeuble ou si vous ne l'avez pas acheté, ça ne change absolument pas votre vie. Vous habitez dans votre appartement de la même manière, sauf qu'il vous a coûté 30 à 40% moins cher. Jean-Luc Laglaise, on va être très clair. Le terrain, en fait, n'appartient pas. Il est conservé, le terrain sur lequel l'immeuble est posé, construit. Appartient à l'organisme foncier. Il appartient à l'organisme foncier, d'accord ? On monte un immeuble, je le dis basiquement, on monte un immeuble avec un rez-de-chaussée, un premier, etc., un R plus 50, peu importe. Et là, j'acquiers un appartement comme si j'allais acquérir un appartement comme dans le marché classique, sauf que je n'ai que une forme d'usufruit Non, parce que l'usufruit est temporaire. Parce que qu'est-ce qu'on fait ? L'usufruit est temporaire, ça s'appelle du démembrement. D'accord. L'usufruit est temporaire. Donc là, vous achetez infini, là. la propriété de manière infinie, vous pouvez la revendre, vous pouvez la transmettre à vos enfants. De génération en génération. Voilà. Et quel est l'intérêt pour l'organisme foncier, là ? L'organisme foncier porte, lui, le terrain et vous permet d'acheter l'appartement de 30 à 40% moins cher. Et l'organisme foncier, si c'est un OFS qui a été créé par la loi Allure, c'est un bailleur social. Et si c'est un OFL qui est créé par ma loi, c'est une commune. Voilà. Ce sont donc des organismes publics, contrairement à ce qui se passe en Angleterre, où ce sont des organismes privés. Pardonnez-moi, dernière question là-dessus. Est-ce que vous êtes sûr que ça va régler le problème du foncier ? Parce que ça ne va pas empêcher le problème de trouver le foncier. Ça n'empêche pas le problème de trouver le foncier. Que vous ayez un OFL ou un OFS, ça ne change rien. Ça ne change rien à l'entrée. À l'accès du foncier. À l'accès au foncier, effectivement. Oui. Sauf que ce foncier, comme il ne va plus jamais être revendu, cette escalope foncière, cet immeuble, il ne va plus jamais être revendu. Donc, il n'y aura plus de spéculation foncière sur ce terrain-là. Et donc, donc, si je comprends bien, je vais me rappeler mes petits cours d'économie, vous comptez sur un enchaînement systémique de ce type de démarche pour justement essayer de réguler, de faire baisser la pression sur le foncier. C'est bien ça ? Je mets à disposition des communes un outil qui l'utiliseront ou pas. Donc elles auront le choix de l'utiliser ou pas. Et donc il y a un certain nombre de communes dans lesquelles la pression foncière est tellement forte que je les invite à acheter quelques îlots de temps en temps pour y faire édifier des immeubles pour utiliser ce système-là. Et donc effectivement, de proche en proche, ça va calmer les prix du foncier. Extrêmement intéressant, et je vous propose maintenant qu'on en débatte. Bassel, vous l'avez écrit dans votre article, vous avez fait une définition. Je vais réitérer la question. Est-ce que la loi Laglaise, selon vous, modifie ou pas le droit de propriété ? Le député dit non, bien sûr. Pour moi, elle ne modifie pas l'existant. Elle rajoute une nouvelle façon, un nouveau droit d'accession à la propriété. C'est pas un nouveau droit, c'est un nouveau mode. Un nouveau mode, pardon. Ouais. Parce que quand on dit un nouveau droit, effectivement, on finit par avoir des fakes. Mais j'ai moi-même utilisé ce terme, et donc depuis, je ne l'utilise plus. C'est un nouveau mode d'accès. Oui, donc c'est un nouveau mode. Donc là-dessus, je pense qu'il n'y a pas vraiment de débat. C'est un nouvel outil d'appréhension de la propriété. Voilà. Un nouvel outil, une nouvelle stratégie, un nouveau choix d'accession à la propriété, souvent pour justement aider à l'accession. Mais je ne dirais pas que c'est un nouvel outil, c'est un outil qui existe déjà. Oui, mais qui est étendu. En fait, on l'étend à tous les Français, alors qu'il était réservé uniquement à des personnes sous condition de ressources. Alors, moi, je voulais juste rebondir tout de suite, parce que vous avez dit ne sera jamais revendu. Est-ce que celui qui achète la part foncière, donc pas le terrain, mais qui achète la partie foncière, n'a plus le droit de le revendre ? L'OFL ? Non, le particulier. Quand vous avez jamais revendu, vous parliez du terrain ou vous parliez du foncier ? Enfin, du bâti. Je parlais du terrain. D'accord. Les OFS et les OFL ne pourront plus revendre le terrain, on est bien d'accord. Les OFS et les OFL n'ont pas vocation à revendre le terrain. Elles ont vocation à le porter de manière indéfinie pour que les classes moyennes reviennent. Mais c'est intéressant ce que vous dites, Bassel, parce que imaginons, par exemple, dans l'absolu, Jean-Luc, imaginons qu'on puisse revendre le foncier. Ça ne remet pas en cause la propriété du bâti. Ça ne remet absolument pas en cause la propriété du bâti. On a juste un transfert de la propriété du foncier vers éventuellement autre chose, un autre outil. Mais celui qui a acheté par ce biais-là, lui, ne verra pas remettre en cause la propriété de son... Moi, j'appelle ça son cube d'air, mais c'est un peu... bon. Ça ne change pas la propriété de son appartement. Par contre, ça va, si le foncier est revendu, ça va régénérer de la spéculation. Donc l'idée, c'est que justement, c'est avec le groupe communiste que l'on avait mis en place cet amendement à l'article 2, où il était prévu que les OFL soient à capitaux
majoritairement publics. On va continuer sur ce laps de temps. Mathieu, vous vouliez intervenir. Alors vous êtes au cœur du sujet. Alors nous, on est au cœur du sujet et en fait, j'étais très intrigué parce que j'ai découvert, je suis désolé, le projet de loi dans le cadre de l'émission, en tout cas un peu avant l'émission, et j'étais très intrigué par les différences que votre proposition offrait par rapport au fameux bail réel et solidaire, qui est un des éléments sur lequel on peut s'appuyer, mais j'ai compris qu'il y avait la condition de ressources qui n'était plus un élément de discrimination entre guillemets. Néanmoins, il y a quelque chose que je constate sur le terrain, c'est deux choses. La première, c'est qu'on remarque que les élus locaux sont pas très au fait de ces dispositifs-là. Je peux vous citer pas mal d'exemples de villes qu'on est allé rencontrer pour leur parler du bail réel et solidaire, qui est pourtant disponible depuis un certain temps. Les élus n'étaient pas au fait de ce dispositif. La loi étant très récente, puisqu'elle date de la fin de l'année. Des grosses communes Des communes en zone tendue, dans les Yvelines, dans les Hauts-de-Seine. Si, on n'est pas dans des communes péri-rurales ou rurales. On est vraiment dans des communes dans lesquelles il y a... Ça a quelque chose d'un peu effrayant. Ça a quelque chose d'effrayant. Et ensuite, lorsque vous rajoutez le fait qu'aujourd'hui, dans les formulaires, par exemple, de permis de construire, ce type de dispositif n'est pas encore intégré, on ne sait pas où les placer. Est-ce qu'on est en accession, entre guillemets, sociale à la propriété ? Est-ce qu'on est en accession classique ? Voilà, donc nous, professionnels, on manque, si vous voulez... Alors, on fait la pédagogie, mais évidemment, en tant que professionnel, on n'est pas forcément aussi bien entendu que peut l'être le pouvoir législatif. Ce qu'on constate, en tout cas, sur le terrain, c'est qu'à la fois, les élus locaux ne sont pas toujours très au fait de ces sujets-là, et sur la partie, on va dire, fiscale et réglementaire, c'est-à-dire ne serait-ce que les CERFA qu'on doit remplir pour déposer un permis de construire, ces éléments-là n'apparaissent pas ou apparaissent au bout d'un temps très long, ce qui fait qu'on est dans un espèce d'entre-deux, et alors que la loi s'applique, que les décrets sont publiés, on n'est pas en mesure de les mettre en œuvre, puisque tout simplement les CERFA, les imprimés, n'existent pas. Ça ne suit pas. Ça suit pas. Voilà. Ça ne m'étonne pas ce que vous dites, c'est parce qu'en fait, même si les OFS ont été créés par la loi Allure en 2014, ils sont assez peu diffusés en termes d'information. Très juste. Et j'ai rencontré, dans le cadre de la rédaction de ce document, beaucoup d'OFS qui nous disaient mais en fait, ça nous intéresse, votre idée d'OFL, parce que justement, dans la mesure où vous allez... élargir le public, mais en fait, on va en bénéficier aussi. Et donc, en termes de connaissances, toutes les communes en entendront parler. Je rappelle, Mathieu, OFS, Organisme Foncier Solidaire. Organisme foncier libre, institué par l'article 2 de la loi Laglaise, juste pour le rappeler à nos auditeurs. Mathieu. Alors, juste un sujet pour terminer sur entre guillemets, cette complexité, mais que vous amenez justement, pour laquelle vous amenez une simplification, c'est que dans le cadre, par exemple, du bail réel et solidaire, il y a des agréments qui doivent venir de la préfecture. Là, d'après ce que je comprends dans votre projet, dans votre loi maintenant, c'est que la commune n'a pas besoin d'agrément pour mettre en œuvre son organisme. Tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, il y a de gros retards, on le voit, d'agréments. Un certain nombre d'associations se sont présentées, mais ne présentent pas toutes les conditions pour agréer. Et donc, la mise en œuvre du projet ne se fait pas. L'agrément est nécessaire dans les OFS parce que, d'abord, l'OFS doit être un organisme à but non lucratif. Ensuite, les appartements qui sont construits au-dessus rentrent dans le quota SRU. Donc, effectivement, il faut le regarder. Et puis, le BRS est extrêmement étroit. C'est-à-dire que non seulement vous devez avoir des plafonds de ressources, mais vous ne pouvez pas revendre... BRS le bail réel solidaire, voilà. C'est-à-dire le bail réel solidaire. qui est conclu entre l'acheteur de l'appartement et le propriétaire du terrain. C'est un bail qui représente une redevance de 1 à 2 euros par mois et par mètre carré. Qui permet de faire ce lien et qui est rechargeable. Donc, non seulement vous devez avoir des conditions de ressources, mais vous ne pouvez pas vendre à n'importe quel prix pour le revendre. Et vos héritiers, en cas de décès, ne peuvent bénéficier de l'appartement que s'ils l'utilisent en tant que résidence principale et si eux-mêmes sont dans le même plafond de ressources. Voilà. Donc c'est un peu compliqué. Alors, et donc c'est pour ça qu'il y a des agréments et c'est pour ça que j'ai voulu le libérer. Ça paraît toujours très compliqué quand on le dit comme ça, mais effectivement, il faut faire un peu de pédagogie pour essayer d'approprier. D'ailleurs, je vous propose, après l'intervention de Jeanne, d'écouter le maire d'une grande ville pour avoir son point de vue. Jeanne Massa, vous en pensez quoi, vous ? Alors, droit de propriété, clairement, on dit que c'est pas une modification, donc ça calme un petit peu les ardeurs. Deux, est-ce que c'est un outil réellement pour vous le percevez comme tel ? Alors vous avez l'habitude, vous vendez que du neuf. Je ne vends pas, j'aide oui. des personnes telles que Livings. On a un client sur le plateau. D'accord, très bien. On fait du service après-vente. À vendre du neuf. Non, très clairement, oui. Ça ne remet pas en question le droit de la propriété. Je pense que là, tout le monde est d'accord et aura compris après ces explications-là. Je pense que l'enjeu
est plus sur la communication, parce que l'OFS effectivement existait, que c'est un élargissement, on va dire, de cette dissociation du bâti et du foncier. Et moi, la question que je me posais, c'est que je n'avais pas forcément comprise. Cet OFL, il peut être à but lucratif. Et de quelle manière est-ce que finalement les communes pourraient se dire, en dehors de miser sur l'avenir pour dire on enlève de la pression sur le foncier, où est-ce que je vais chercher l'argent pour, pouvoir créer des OFL, comment est-ce que je vais pouvoir faire vivre ça au sein de la commune? C'est deux questions un peu concrètes qui, je pense... Il faut rappeler aussi que dans votre dispositif, c'est la fin de la mise aux enchères des biens publics. Oui. C'est un autre article. Je vais répondre à cette question. Donc la commune n'a pas besoin de mobiliser son budget pour acheter des terrains. Elle peut faire des prêts, et notamment des prêts auprès de la Caisse des consignations, jusqu'à des durées incroyables, plus de 50 ans, même 80 ans. Et donc ce sont les redevances de 1 à 2 euros par mois et par propriétaire d'appartement qui vont rembourser le prêt. Jean-Luc Laglaise, je vous propose, pour compléter votre réponse, que justement ça tombe très bien, merci Jeanne, pour le sujet, d'écouter la réaction de la maire de Clé-sous-Bois, dans les Yvelines, vous connaissez bien Mathieu. Oui. C'est Véronique Coté-Millard, on va l'écouter 2 fois d'ailleurs. Je vais vous demander de réagir et ça va alimenter complètement le débat, on l'écoute tout de suite. Loi Laglaise, émission spéciale. Bonjour Véronique Coté-Millard, vous êtes maire de Clé-sous-Bois dans les Yvelines. Oui, je termine mon 3e mandat, oui. Alors justement, avec votre expérience, j'aurais voulu avoir votre point de vue sur la loi Laglaise. Écoutez, moi je trouve que cette loi, elle est intéressante parce qu'elle répond vraiment à un besoin, à une attente de nos concitoyens, d'une part de devenir propriétaire, et puis ensuite à des prix qui pourraient et qui peuvent être accessibles. Alors c'est vrai que dans les zones de la région parisienne, c'est extrêmement difficile déjà de se loger en tant que locataire et encore plus de pouvoir devenir propriétaire. Donc je pense que ça peut être une réponse justement à cette attente. Et quelles sont les conséquences pour les territoires ? Écoutez, moi j'ai plusieurs un petit peu questions sur cette loi. Parce que donc elle m'interroge sur plusieurs points. Les communes ne pourront plus vendre leurs biens aux enchères. Je rappelle quand même que les communes sont de toute façon encadrées par le prix des domaines quand elles vendent un bien, avec une petite marge de manœuvre. Et le fait de pouvoir vendre un terrain permet aussi aux communes de faire rentrer de l'argent public, ça c'est de l'argent public, de faire de l'argent qui va permettre après de pouvoir dans la commune pouvoir réinvestir, créer des équipements, etc., sportifs, culturels et autres nécessaires, écoles, etc. Alors que les communes déjà ont énormément de contraintes financières. Enfin, moi je trouve qu'on enlève encore une contrainte aux communes. Et en plus, en tant que maire, moi je vis ça comme une absence de responsabilité. J'ai l'impression qu'on me demande de brader un bien communal qui a été payé quand même avec les impôts de nos habitants. Donc moi, ça me pose un problème. Ça m'en pose pas si c'est des privés, parce que là c'est de l'argent privé, mais ça me pose une interrogation quand c'est de l'argent public. Et j'ai une autre question. Si une commune veut acheter un terrain à un propriétaire justement pour réaliser par exemple un équipement ou du logement, si le propriétaire va peut-être pas vouloir vendre d'une façon différenciée son foncier et son bâti. Alors j'allais dire que comment fait-on ? Alors c'est justement le sens de la question, c'est comment fait-on, puisque la maire de Clé-sous-Bois dit finalement vente aux enchères, ressources pour les mairies. Vente égale ressources pour les mairies. Vente aux enchères égale augmentation délétère des prix. Parce que cet article, il vient pas de nulle part. Voilà, c'est la responsabilité du maire d'être comptable des deniers publics. Donc elle dit que donc clairement, on est dans un climat. Elle a tout à fait raison de dire qu'il ne faut pas brader les terrains. On est dans un climat de baisse graduelle des dotations publiques pour les mairies, avec des transferts de compétences sans les transferts de recettes associés. Ce qui est un gros sujet. D'ailleurs, ironie du sort, le président de la République a redécouvert les vertus de l'élu local, vous le savez, il y a quelque temps, puisque je vous rappelle quand même que dans le sens de ce que disait l'exécutif il y a 1 an et demi, par rapport au maire de ville, on a vraiment un changement de braquet, pour le coup, radical. Et enfin, qu'est-ce qu'on fait lorsque, effectivement, la mairie, la collectivité veut s'adresser à un propriétaire dans du diffus classique? Est-ce que le gars va pas s'emmerder en disant attendez,
bâti, foncier, etc. Pour moi, c'est kiff-kiff, je vends le terrain, j'en veux le maximum. Enfin, je suis prosaïque, hein, Jean-Luc, mais voilà. Mais quand la mairie achète un terrain à un propriétaire, que ce terrain soit bâti ou pas bâti, elle achète un terrain à un propriétaire. Point. Il n'est pas question à ce moment-là de dissocier le bâti du foncier. Elle achète un terrain, une parcelle. Et après, la mairie est propriétaire de cette parcelle. Et c'est elle qui peut décider dessus d'y faire de la dissociation ou pas. Si elle y fait une piscine, elle ne va pas dissocier le foncier du bâti. Et quand Véronique Cotemière dit que, par exemple, ça va baisser ses ressources, ça ne baissera absolument. Ça va empêcher, déjà que la mairie ébranlé les collectivités là-dessus, ça va empêcher les ressources ou pas? Ça n'empêche aucune ressource, c'est totalement faux. Juste une minute pour dire d'où ça vient. C'est pas une élucubration d'un député hors sol. Hein, parce que je suis élu local, je suis même président de la commission aménagement et politique foncière de la 4e métropole de France. Et je le suis encore jusqu'à dans quelques jours. Voilà. Donc c'est un sujet que je connais particulièrement bien. Et on parle de Toulouse. Hein. On parle par exemple de Toulouse, oui. Et quand on voit par exemple qu'il y a des appels d'air comme l'une des dernières délibérations qui a été faite à Toulouse, c'est un terrain qui a été évalué par la collectivité à peine un peu plus de 2 millions et qui a été mis aux enchères, donc avec des projets, avec bien sûr des projets d'architecture, des projets de logements sociaux et autres. Vous avez 40 promoteurs qui ont répondu. L'offre la plus importante a été à 5,2 millions et c'est lui qui l'a remporté. Donc un terrain. Alors on me dit oui, mais ce sont des terrains qui ne sont pas très grands et donc même si ça fait 1 x 3 sur ce terrain-là, c'est pas très grave. Mais non, c'est très grave. Ça met en place un cliquet pour tout le quartier et c'est tout le quartier qui se retrouve avec un niveau x3 sur les terrains. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le promoteur. C'est la collectivité qui l'a vendu 5 millions. Bien sûr. Donc vous êtes en train de dire. Donc je suis en train de dire que la collectivité participe à la spéculation. Bien sûr. Et à l'augmentation des prix. Bien évidemment, la collectivité participe de cette manière-là. Intéressant. Donc l'idée de cet article, c'est de dire la collectivité va fixer son prix. Pas fixer son prix à la baisse, va fixer son prix. C'est-à-dire que dans le cas présent, la collectivité, qui avait, elle, évalué son terrain à 2 millions d'euros, eh bien elle dit, je vais faire un appel d'offres à prix fixe à 2 millions, ou à 2,5 millions si elle veut. Donc, dispositif Laglaise de ce qui s'est passé sur ce terrain-là, par exemple. Mais ça ne se passe pas que là, ça se passe partout en France. Ça aurait changé la donne. Bien sûr, si on avait fait du Laglaise, pardonnez-moi, mais si on avait fait du Laglaise sur ce dossier-là, oui. On aurait... La collectivité aurait lancé peut-être à 2,5 millions ou à 2,8 millions et donc aurait lancé des concours sur projet. Donc projet architectural, puis développement durable, environnemental et autres. C'est intéressant, Mathieu, parce que du coup, je reviens à votre prix de sortie. Hein. Ouais, je vais être un peu taquin avec monsieur Laglaise. Quand on achète 5,2 millions, on ne peut pas avoir un prix de sortie... Alors, moi, ça pose 2 questions. La première, c'est pour ça que je disais que j'allais être un peu taquin avec vous, c'est que vous avez donc une loi qui va dans le bon sens, effectivement, mais est-ce que les domaines qui sont les garants un petit peu du prix de l'espace public, vont dans le même sens. Parce que les maires, ils ne peuvent pas fixer de prix sans demander une estimation au domaine. Et les domaines, en fonction des projets ou en fonction des villes, ont des approches qui sont soit très proches en fait, d'acteurs privés, donc avec une estimation du prix du terrain qui est très proche de ce qu'un promoteur aurait pu proposer, ou parfois, on ne sait pas trop pourquoi, ils ont une approche beaucoup plus... défensive ou en tout cas prudente et avec des prix de sortie qui sont bien en deçà de ce qu'aurait pu proposer un promoteur privé ou un bailleur social. Donc la question c'est d'abord est-ce que les politiques des domaines sont alignés sur ce projet de loi? Ça c'est la première question. Et la deuxième, parce que vous venez de le citer et ça se fait à échelle beaucoup plus que sur un terrain, quand on prend les OIN par exemple, les opérations d'intérêt national, donc qui nécessitent la présence de structures parapubliques ou publiques que sont les villes nouvelles, par exemple, les établissements publics d'aménagement, eux, ils ne se posent pas de questions. Ils reçoivent 30 à 40 candidatures, comme vous l'expliquiez tout à l'heure, et c'est, globalement, sauf ceux qui partent dans des éléments stratosphériques, au plus offrant. Le mieux disant, quoi. Donc, celui qui donne le plus. Donc ça veut dire que, de la même façon qu'il a fallu faire de la pédagogie avec les élus locaux pour les interroger sur un tel dispositif, il faut aussi que les domaines soient alignés sur le projet, parce que sinon, ça ne peut pas se faire sans êeux, premier élément. Et deuxième élément, il faut que l'État... indirectement via le biais des établissements publics, soit aussi aligné sur ce genre de procédé, parce que sinon, vous êtes pavé de bonnes intentions, et le résultat, c'est que personne ne suit cet outil-là. Mathieu, pour compléter et écouter la réponse du député, puis aussi débattre avec Bassel et Jeanne, je propose qu'on complète le son qu'on a écouté de Véronique Cotemière. Je souhaiterais juste répondre que dans le projet de loi, il y a l'article 5 qui permet aux collectivités de s'appuyer, de recourir à des experts privés
en lieu et place des domaines. Merci Jean-Luc, parce que c'est justement... C'est la réponse. C'est justement un des éléments sur lequel je voudrais qu'on discute, de parler donc notamment de ces 8 articles. Je voudrais aussi qu'on fasse une précision sur ce fameux article 6 qui a été a priori retoqué. On en avait parlé tout à l'heure. On va écouter Véronique Cotemiard pour compléter la réponse. Loi Laglaise, émission spéciale. On a donc un troisième mode d'accession, donc la propriété, et j'ai une interrogation sur c'est un nouveau type de mixité sociale. Comme on est les communes sont très attentives à la mixité sociale, on a la loi SRU qui nous oblige à construire 25% de logements sociaux. Là, on va amener d'autres personnes dont le niveau de vie n'est pas est peut-être un petit peu plus au-dessus de ceux qui occupent les logements sociaux. Mais après, comment fait-on pour conserver la mixité sociale et la solidarité qui fait qu'il faut qu'on ait quand même suffisamment d'habitants qui puissent payer par solidarité pour ceux qui ne peuvent pas payer et de pas être sous tutelle de l'État comme dans certaines villes qui sont quand même dans les cadres des politiques de la ville. Voilà, c'est plus les équilibres qui me posent question. Est-ce qu'il y aura un contingent comme on a un contingent SRU? Et quelle sera la cohabitation de ces logements existants avec les logements sociaux, puisque moi je pense qu'on aura un appel d'air et un grand nombre de nos concitoyens, à juste titre, qui habitent dans les logements sociaux, pourraient être amenés à être intéressés par ce type d'acquisition. Et comment répondre à leurs demandes? Est-ce que c'est toujours sous contingent du préfet qui fait que les maires peuvent très peu loger de gens qui habitent sur leur ville et donc très peu les rapprocher de leur domicile travail, puisque nous avons qu'un contingent de 20% d'attribution. Voilà, c'est toutes ces questions qui me viennent à l'esprit. Et surtout, je dis, j'ai l'impression quand même, j'ai un ressenti ou une crainte qu'il y a une grande complexité dans le dispositif, qu'il va y avoir beaucoup d'observatoires, de régulation, de contrôles, et que tous ces contrôles asphyxient complètement l'objectif de ce dispositif qui par ailleurs est extrêmement intéressant. Alors justement, je rebondis sur ce que dit Véronique Cotemiard, ça c'est un sujet hyper important, c'est la création d'observatoires. Vous prévoyez à l'article 3 la proposition de création d'observatoires fonciers locaux qui permettront aux collectivités territoriales de disposer des informations et des capacités d'analyse nécessaires au pilotage de leur politique foncière. Ce que dit Véronique Cotemiard, c'est on rajoute encore une strate un peu complexe à quelque chose qui n'était pas évidemment facile à appréhender. Ne craignez-vous pas, Jean-Luc Laglaise? C'est parce qu'elle lie l'observatoire aux OFL. Or, c'est pas du tout le cas. L'observatoire, d'un côté, c'est un outil qui va permettre la transparence. Si aujourd'hui, il y a tant de fantasmes sur les prix du foncier, s'il y a également une augmentation des prix du foncier et si les propriétaires font monter les prix, c'est notamment parce qu'il n'y a pas de transparence. Il n'y a ni transparence sur les ventes, ni de transparence réelle sur ce qui est construit et sur ce qui est décidé dans le bureau du maire entre le PLU et ce qui est réellement... Une réaction, Jeanne Massat? La transparence, c'est un vrai sujet. La transparence est un vrai sujet. La libération de la donnée est un vrai sujet. On l'a vu cette année, parce qu'effectivement, il y a un certain nombre de données qui se sont libérées et qui ont permis d'avoir déjà un peu plus d'informations sur les ventes. Ça va être essentiel. C'est de pouvoir avoir un endroit où on trouve la donnée et où on peut derrière l'analyser. Après, il faudra encore faudra-t-il avoir les experts qui seront capables d'apporter cette vision-là. Est-ce qu'il y a des services qui seront mis à disposition pour pouvoir, pour les maires, pour qu'ils puissent prendre des décisions en ayant toute l'information? Les services existent déjà dans les EPCI, puisque en fait, ces observatoires... EPCI, établissement public de coopération intercommunale ou métropole. Et puisque cet article ne s'applique que pour les EPCI qui ont un PLUIH, donc plan local de l'urbanisme intercommunal et de l'habitat. Alors, je voudrais répondre quand même à Madame le maire, oui. Notamment à son interrogation sur la complexité et le contingentement éventuel de... En fait, elle a peur. Et j'aimerais quand même avoir votre avis en tant qu'élu local, si vous permettez. Est-ce que le contingent préfecture, c'est quelque chose qui est destiné à perdurer? Parce qu'on a l'impression, pour les logements sociaux, on a l'impression que le contingent doit être souverain à l'élu local. La loi Laglaise ne parle pas de logements sociaux. La loi Laglaise ne parle que d'organismes fonciers libres. Et donc là, la main
qui a la main, c'est la commune. Donc c'est elle qui décidera le nombre de logements qu'elle va faire. Et c'est pas un préfet qui va le décider, c'est elle. C'est elle, si elle décide qu'elle a besoin pour sa commune d'avoir plus de Français de classe moyenne, parce qu'elle n'a que une gentrification de son centre-ville et après des logements sociaux, c'est elle qui va dire, ben voilà, je voudrais qu'il y ait 150 logements dans 3 ans, qui soient en dissociation du foncier de bâti. C'est elle qui va le décider. Il n'y a pas de contingentement, elle n'a aucun compte à rendre au préfet. C'est un outil qui est à sa disposition, elle l'utilise ou pas. Alors c'est important ce que vous dites, parce qu'encore une fois, on revient toujours à cette fameuse dent creuse du logement dans notre pays, pour éviter les phénomènes de concentration en zone tendue, et donc ce qu'on appelle la gentrification, un terme parfois un peu barbare, mais simplement pour vous expliquer, chers amis, la gentrification, ce sont des personnes de même conditions sociales qui sont destinées finalement à vivre entre eux, par eux et parmi eux, et qui donc, par effet logique de la condition sociale, fait augmenter mécaniquement les prix à la fois du logement, mais aussi tout ce qu'il y a autour. Je peux prendre le cas sur Paris, par exemple, d'une partie du 3e arrondissement que je connais bien, du 11e, du 9e et du 10e arrondissement. Bassel Abdi, vous avez dit une chose dans votre article, je reprends, quels sont les risques et les contraintes, et vous dites à vos auditeurs, la loi ouvrirait la possibilité d'une double taxe sur le terrain plus sur le bâti et entraînerait un risque d'augmentation des charges. Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites ça ? Alors en fait, justement, en fait, c'est exactement ce que je voulais, c'est le point que je voulais évoquer. Je voulais être un peu plus concret. Je voulais être un peu plus concret sur se mettre à la place de celui qui achète finalement, donc la classe moyenne que vous appelez, donc qui aurait accès à des prix des logements qu'ils n'auraient pas accès autrement. Donc pour être concret, ils vont signer en fait un bail de location du terrain. Pour faire simple, hein. On va appeler ça un bail de location, même si c'est un bail un peu spécial. Ça, c'est un BRL, bail réel libre. Voilà, donc vous dites c'est 1 à 2 euros par mètre carré. Ça, c'est quelque chose d'estimatif, on ne sait pas vraiment, ça va dépendre du terrain. Ça va dépendre exactement du terrain. À Paris, j'imagine que ça va être beaucoup plus cher que dans d'autres endroits, enfin on ne sait pas trop. Enfin, voilà. La redevance sera à peu près la même partout, c'est la durée du prêt qui va bouger. Donc la durée du prêt que l'OFL va faire. D'accord, donc la commune qui possède l'OFL contracte un emprunt pour acheter ce terrain et répercuter finalement le coût de l'emprunt. Enfin, c'est l'OFL qui fait l'emprunt. C'est l'OFL qui fait l'emprunt. Voilà. Mais vous dites que une partie sera privée et une partie sera publique ? Non, ça a vocation d'être public. Complètement public, ou il y aura une partie mais des le statut juridique de l'OFL, c'est quoi alors du coup ? C'est une SEM. Donc Société d'économie mixte. Oui. D'accord. Est-ce que ça peut être une société, par exemple, sous forme de SCIC, société coopérative d'intérêt collectif, par exemple, qui mêle à la fois des actions valorisées, de capitaux, mais qui ne peuvent pas être ni opéables, ni permettre de distribution, par exemple. Ça peut se faire. Pour l'instant, c'est pas décidé. Ça sera décidé avec le gouvernement. Donc, dans le cadre de et le statut de l'OFL sera clairement défini. Oui. D'accord. C'est bien ça que vous voulez. Alors, la question sur la taxe. Question, c'est. Alors, c'était. Vous évoquez des charges. En fait, ça, c'était dans une optique investisseur. Là, ça marchera pas parce que là, c'est pour l'accession à la résidence principale. Oui, d'accord. Non, mais par contre, c'est quand même une charge d'un point de vue de l'acheteur. Parce que quand il va aller chercher son crédit à la banque, parce que concrètement, il va vouloir acheter ce bien, il va aller à la banque. La banque va évaluer son taux d'endettement, son reste à vivre, etc. Et donc, ils vont intégrer aussi ce nouveau loyer, donc une charge supplémentaire. Donc forcément, ça impacte un petit peu. Après, vous dites les prix seront moins chers. Alors, est-ce que ça fera compenser sûrement si les prix sur un écart de 30 à 40%. Si c'est à 30 à 40%. Oui. Mais ensuite, ma question, c'était plus en termes de ce loyer. Est-ce qu'il a vocation à être indexé ? Est-ce qu'il a vocation à augmenter ? Est-ce que dans 10 ans, il vaudra 3 fois ? Parce qu'on voit bien aujourd'hui que toutes les charges augmentent 2 à 3 fois plus que les revenus et que tout. Les taxes foncières. Ah, c'est une autre question aussi, la taxe foncière. Est-ce que la taxe foncière va être dissociée aussi ? Est-ce qu'on paye une partie de la taxe foncière ? Surtout que l'État prévoit, vous avez vu, un remaniement de qualification fiscale cadastrale pour 2026. Oui. C'est une grande inquiétude des élus locaux d'ailleurs. Et non seulement la grande inquiétude, mais en plus, je ne sais pas si vous avez lu la presse ce matin, mais apparemment le réveil sera extrêmement pénible pour beaucoup d'élus locaux, puisque on se prépare à un cataclysme. En plus, les communes ont moins en moins d'argent, donc forcément il va y avoir de la taxe foncière. En fait, maintenant, disons, quand on est propriétaire ou quand on espère venir, on est de plus en plus vigilant, parce que finalement, c'est un peu ce qui coûte vraiment, c'est même plus pratiquement l'emprunt, puisqu'il est très bas, c'est tout ce qui va suivre en termes de charges, de taxes et d'évaluation
l'évolution, parce qu'en fait, on l'estime pas. Vous vous dites aujourd'hui, c'est comme ça, mais finalement, personne sait, ni moi, ni vous, ni personne, finalement, ce que ça va devenir. Donc, on essaie un peu de comprendre les tendances. Par exemple, comment ça va augmenter. Absolument. On voit bien ce qui se passe avec la taxe foncière. Dans certaines villes, ça explose. Voilà. Donc, en ce qui concerne la redevance, donc le loyer, c'est une condition essentielle du bail. C'est inscrit dans le bail. Et donc, aujourd'hui, dans tous les BRS, ce n'est pas indexé. Et donc, dans le BRL, qui sera le petit frère du BRS, ça sera de la même manière. Donc, c'est-à-dire que les prix sont fixes, oui. Constants. Les prix sont fixes et constants. Après, au moment du renouvellement du bail, parce que le bail est rechargeable, ça peut éventuellement être rechargé. Quand il est renouvelé ou quand il est revendu ? Quand il est renouvelé. Parce que c'est 50 ans ou plus même. Oui, mais c'est renouvelable. Mais le bail dure combien de temps, Jean-Luc Laglaise ? Le bail est entre 50 et 80 ans, renouvelable. C'est ça aussi la nouveauté entre les BRS et les 50 ans. Le prix du loyer, Jean-Luc Laglaise, s'il est fixé maintenant, il ne bougera pas pendant 50 ans. Sauf si vous avez c'est la nature du contrat, c'est dans le bail, ça sera marqué. D'accord. Oui. Donc il n'y aura pas de photo. Il n'y aura pas de... Oui, je comprends, mais est-ce qu'il y aura une clause d'indexation, par exemple ? Il peut y avoir une clause. Il peut. D'accord. Il peut. Okay. La rédaction d'un bail est libre en France. D'accord. On fait boîte de nuit, là. Oui, donc c'est un bail, il peut y avoir une clause de ce type. Il peut. Comme dans et également pour la taxe foncière, également, le bail peut prévoir que tout ou partie de la taxe foncière est à la charge. Alors, vous voulez réagir, Jerry, ensuite là-dessus. Et voilà, donc c'est inscrit dans le bail. Donc les sons... Il y a encore une inconnue là-dessus. C'est une très bonne... J'aime bien, encore une inconnue là-dessus, mais c'est une très bonne question. Ce n'est pas une inconnue. Ce qui est connu, c'est que ça sera marqué dans le bail. Oui, mais ce qu'elle a connu, c'est qu'est-ce qui va être inscrit pratiquement. Parce qu'on sait qu'une fois que le bail commence à être créé, les gens font toujours un peu la même chose, donc on va voir ce qu'ils vont... Mais d'une commune à l'autre, ça peut être totalement différent. Chacun aura la liberté de le faire comme il le souhaite. Et alors, qu'est-ce qui va inciter les communes à... est-ce qu'elles veulent véritablement la mixité sociale ? Toute commune ne le veut pas. Il y en a certaines qui... par esprit citoyen, vont vouloir effectivement avancer là-dessus. Mais qu'est-ce qui va les inciter véritablement à utiliser ce dispositif ? Déjà que la loi SRU n'était pas respectée pour beaucoup de communes. Leurs électeurs, tout simplement. Quoi, c'est la sanction des urnes qui va... De toute façon, la commune est libre de faire ce qu'elle veut en termes d'habitat. La seule obligation qu'elle a, c'est 25% de logements sociaux, point. Et donc, l'idée n'est pas de mettre une contrainte de plus sur les communes. L'idée est de donner un outil à la disposition des communes, qu'elles peuvent utiliser ou pas. Voilà. Alors, ça pose... Enfin, j'ai deux questions en une. La première question, c'est les critères d'attribution, parce que dans ce système-là, il n'y a plus de critères d'attribution. C'est-à-dire que n'importe qui est libre d'acheter, quel que soit son type de revenu, cet appartement. Donc, ce qui est intéressant, puisque c'est un peu un outil politique local que vous avez produit, ce qui manque parfois aux élus, à part le PLU, ils n'ont pas beaucoup d'outils de politique locale de l'immobilier, c'est qu'est-ce qui va faire qu'ils vont attribuer ce logement à tel ou tel ? En général, ce qui se passe concrètement dans les villes, c'est que nous, promoteurs, on nous dit, quand il y a des prix encadrés, on a une liste de gens qui peuvent répondre à tel ou tel critère, et soit, écoutez, l'offre et la demande se rencontrent, auquel cas nous, on rencontre ces gens-là et ils veulent vraiment acheter, soit c'est pas toujours le cas. Donc, quel est l'outil de fléchage, parce que c'est le terme un peu consacré à ce type de dispositif, quel est l'outil de fléchage pour la commune ou pour le promoteur pour attirer les classes moyennes ? Parce que moi, il peut y avoir un effet d'aubaine. Moi, je gagne bien ma vie, je me dis, c'est génial, je vais acheter un appartement 30 ou 40% moins cher que dans le marché classique. Mais bien sûr. C'est la réaction et comme je suis en général plus initié parce que je connais mieux et que je gagne mieux ma vie, et voilà, est-ce que c'est pas un risque de créer un effet d'aubaine pour un certain nombre de classes moyennes supérieures, voire très supérieures, et laisser un peu sur le banc justement les classes qu'on a le plus besoin ? C'est pour ça que ça m'amène à quand même cette notion parfois de niveau de ressources. On l'a connu pour le pass foncier, qui a été un très bon dispositif, mais qui a duré très peu de temps. Pourquoi ? Parce qu'il laissait là, il couplait à la fois le démembrement entre la propriété du sol et la propriété du bâtiment, mais il était couplé aussi avec un niveau de TVA réduit. Parce qu'on ne le dit pas assez, mais aujourd'hui, un des meilleurs systèmes pour l'accession à la propriété et pour les primo-accédants, c'est la TVA à 5,5%. Aujourd'hui, on le voit, interroger nos confrères. Et des frais de notaire. Interroger nos confrères. Dès que vous avez un programme en TVA à 5,5 qui n'est consacré que aux accédants à propriété, que aux primo-accédants sous réserve de conditions, c'est un carton plein sur les projets. Ainsi que les droits de mutation. C'est important parce que les droits de mutation, c'est quand même une moyenne en France de 10%.
Ma question, parce que j'ai fait une petite digression, ma question c'est comment peut-on s'assurer que ce soit fléché entre guillemets pour le bon public, si tant est qu'on a envie que ce soit adressé à un public. Et le deuxièmement, est-ce qu'il manque pas, je sais qu'en France on essaye de lutter contre ça, mais est-ce qu'il manque pas un petit volet fiscal complémentaire qui permettrait de donner soit à la commune, soit à l'acheteur la volonté d'aller sur ce type de projet? Alors pour compléter la question, Jean-Luc Laglaise, une question qui est posée par les auditeurs, est-ce qu'un investisseur peut avoir accès à ça en achetant par ce biais de ce bail? C'est pas un titre de propriété du coup, hein. C'est un bail, d'accord, qui est fait par notaire, par devant notaire. Est-ce qu'il investit, il loue ce bail, enfin, il le reloue, est-ce qu'il a la possibilité de le faire, etc. Je réponds d'abord à la dernière question. La réponse est non. C'est fait pour une résidence principale. C'est pas fait pour mettre en location. Ok. Voilà. Donc déjà, sinon, ça veut dire que je vais en acheter deux comme ça pour le prix de un en pleine propriété et je vais avoir des revenus parce que doublés. D'un point de vue sous-jacent, c'est ce que vous disiez, Mathieu. Non, moi, la question, réponse à la question de M. Vianney. C'est pour la résidence principale. Donc. Okay. Et c'est pour tout public, c'est pour ça qu'on n'a pas à flécher un public. C'est tous les Français qui le souhaitent qui peuvent le faire. Sans condition de ressources. Sans aucune condition de ressources. Et tous les Français qui ont les moyens de s'acheter un appartement à prix plein avec la totalité. Donc c'est une offre d'achat comme on achèterait chez un agent immobilier, on fait une offre. Oui. Un promoteur, si c'est du neuf, ça peut être de l'ancien d'ailleurs, c'est pas que du neuf. C'est pas que des constructions, mais ça sera surtout des constructions. Ça sera surtout du neuf, au moins dans un premier temps. Après, c'est un système qui va se développer et effectivement, on peut ensuite l'imaginer dans l'ancien, une commune par exemple qui achète une copropriété dégradée, qui la remet en œuvre comme il faut. Déjà avec le Normandie dans l'ancien qui fait un carton, vous avez vu les statistiques sont extrêmement intéressantes d'un point de vue, avec le volet fiscal dont vous parliez d'ailleurs, Mathieu. Jeanne, je voudrais juste rajouter que pour le volet fiscal, une proposition de loi qui émane du Parlement ne peut pas comporter de volet fiscal. Par contre, ici, vous avez 24 propositions particulières sur la fiscalité que je suis allé défendre auprès du Premier ministre il y a encore 15 jours et sur lesquelles on va travailler ensemble avant l'été pour qu'elles puissent, au moins pour un certain nombre, figurer dans le projet de loi de finances 2021. Une chose est sûre, Jean-Luc Laglaise, c'est que vous maîtrisez très bien l'aspect politique. Ça, c'est très bien. Vous avez des réponses toujours très précises. Mais c'est très bien. Ça vient pas de nulle part. On aime bien. On a beaucoup parlé des premières mesures. L'article 7 qui parle de la transparence dans la construction des logements. Alors, mesures de transparence, renforce les mesures de transparence en matière de construction du logement dans le cadre du suivi de la mise en œuvre des programmes locaux de l'habitat. Article 7. Comment est-ce que vous allez pouvoir mettre en place cette transparence ? C'est très simple. Dans le PLH, plan local de l'habitat, le maire décrit le nombre de logements qu'il veut construire par an en fonction du nombre d'habitants qui arrivent. À Toulouse, c'est 20 000 habitants tous les ans. Ah oui, c'est une des courbes démographiques incroyables qui donne envie à tous les territoires. C'est fou. Et pourtant, vous n'avez pas la LGV. Et en plus, on est le territoire le plus loin. Le maire de Toulouse s'en émeut, ils s'en est ému en achetant une page comme ça. On est nombreux à s'en émouvoir, oui, c'est sûr. Donc, ça veut dire que Toulouse à 2 heures de Paris, 3 heures de Paris, c'est extraordinaire. Le PLH prévoit le nombre de logements à construire tous les ans. Eh bien, il est très simple. Et en tout cas, les services autour du PLH et les services donc autour de l'Observatoire du foncier vont fournir un état de ce qui a été construit dans l'année et le comparer à ce qui avait été prévu de construire. Et tout ça, ça va être rapproché et ça va donner lieu à un débat en conseil municipal entre la majorité et l'opposition. En tout cas, les habitants vont pouvoir s'emparer de ce sujet. Le maire va pouvoir dire devant tout le monde « Oui, j'ai construit moins parce que j'ai tel et tel recours, il y a tels habitants qui ne le veulent pas. » Et donc, c'est quelque chose qui va être public au lieu d'être dans le bureau du maire. D'accord, mais c'est pas sur comment est-ce qu'on va construire. C'est pas qu'est-ce qu'on va construire. Qu'est-ce qu'on va construire, oui. D'accord. Et donc, il n'y a pas d'intervention sur le comment est-ce qu'on va construire. Est-ce qu'on va construire mieux ? Est-ce qu'on va construire... Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'implications sur la prix de sortie. Alors, on pourrait dire, est-ce qu'on va construire mieux ? C'était la loi Elan. C'était la loi Elan qui prévoyait de construire mieux. Et c'était suite à la loi Elan que j'ai dit à Julien de Normandie, vous préoccupez effectivement du prix de la construction de construire mieux. Par contre, les économies que vous avez prévu de faire, c'est le foncier qui va les récupérer. Et donc, globalement, les prix ne vont pas baisser. Bassel, on revient toujours au même sujet. Et je pense que les clients, vos auditeurs sur la plateforme, ils vous posent tout le temps la même question.
à la base, ça reste de toute façon toujours le prix du foncier, point barre. Ouais. Parce que le prix de sortie, effectivement, pour un promoteur, pour être très clair, il est toujours calculé sur la base de l'acquisition foncière, et c'est la guerre, c'est la guerre. Du coût des travaux. Oui. Et du coût des travaux, et c'est la guerre absolue. Est-ce qu'on peut se poser enfin la question, je ne sais pas ce qu'en pensent vos éditeurs, que dans ce pays, finalement, est-ce qu'on ne devrait pas peut-être envisager, comme c'est le cas dans certains pays du monde, une réglementation de l'empreinte foncière qui reviendrait à planifier le prix du marché du foncier? C'est-à-dire à réguler le prix du foncier. Parce que quand j'entends Jean-Luc Laglaise, je ne fais pas d'analogie, mais je reprends le dossier dont vous avez parlé qui s'est vendu à 5,2 millions. L'application de votre dispositif aurait permis de le mettre sur le marché à 2,8 millions, et donc d'avoir un effet finalement beaucoup plus bas, parce qu'effectivement, les effets collatéraux d'une sortie aussi élevée influencent l'ensemble du quartier. Et c'est ça qui crée en fait l'exclusion des classes sociales les plus fragiles. On est d'accord là-dessus? Alors, moi j'avais une question quand même là-dessus. Je voulais rebondir là-dessus justement, parce qu'en fait, là c'est à premier achat. Donc, quand le programme est vendu, il va y avoir un effet, puisque le foncier est moins cher. Après, les travaux sont moi, je suis pas expert, je suis pas promoteur. C'est pas le foncier moins cher, c'est le foncier est exclu du prix d'achat. Et donc, vous n'achetez que le coût de la construction, que le travail du promoteur. Après, il y a les travaux, il y a le travail du promoteur. C'est hyper intéressant, quoi. Donc, sur le principe. Donc là, oui. Et donc, j'imagine que le promoteur, donc lui, va évaluer son prix par rapport à ça. Mais une fois acheté, en moyenne, on reste 6 ans dans un logement. 7 ans. En France, 7 ans. 7 ans, oui, c'est ça. Donc, au bout de 7 ans, le particulier va revendre son bien immobilier. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Donc, il va sûrement être plus au prix du marché, on va dire. Non, il ne va pas être au prix du marché parce que vous ne vendez pas la même chose. On vend un bail, mais alors c'est pareil, on ne sait pas ce qui va se passer. Non, mais si vous avez, bien sûr, ça va peut-être un peu inférieur. Mais vous l'avez acheté 40% moins cher, vous allez le revendre 40% moins cher que le type d'appartement qu'il y a autour. Vous pensez? Bien sûr. Ouais. Parce que la personne à qui vous allez le vendre, elle sait qu'elle va acheter des murs et avec un bail. Oui, mais la question est intéressante. De la valeur du bail, de la valeur du bail du terrain. Est-ce qu'il y a un effet possible de plus-value sur ce type d'opération? Oui. Il y aura bien sûr la plus-value, le même pourcentage de plus-value que tous les appartements autour qui sont eux en totale pleine promotion. Mais vous ne craignez pas, c'est une question extrêmement intéressante, vous ne craignez pas que finalement l'effet des moins 30 ou moins 40 n'est pas un effet finalement rebours? On n'y retrouve que 10 ou 20, vous voyez, à la revente. Oui, ce genre de choses. Voilà, c'est possible. C'est possible uniquement dans les endroits où il y aura énormément de tension et où il n'y a eu aucune construction. Là, effectivement, de toute façon, les gens se jettent sur tout. Et même sur des choses qui sont inhabitables. Donc là, qui est le cas des centres-villes et des zones tendues. Je pense qu'on en vient au sujet central. Le sujet central que vous évoquez aujourd'hui, c'est que moi, la mesure, je la lis de la façon suivante. C'est une mesure qui vise quand même, qui touche pas au droit de propriété, mais qui vise quand même à modifier de façon très profonde la façon de maîtriser le foncier, puisque je pense que l'élément sous-jacent, c'est de se dire qu'à un moment donné, c'est la collectivité qui va quand même reprendre le dessus sur les promoteurs ou investisseurs privés sur les terrains. Il y a un peu de cette idée-là. Enfin, et ça, c'est dans le sens de... C'est la première idée, et je pense que l'idée en elle-même, à partir du moment où c'est un bien commun ou un bien de première nécessité, entre guillemets, pourquoi pas, comme ça peut être pour la santé. Le deuxième élément, peut-être pour répondre à Bassel, c'est que peut-être que cette mesure, elle vise la primo-accession. C'est-à-dire que j'achète dans le neuf pour le primo-accédant. Oui. Et après, le marché existant, il n'a pas vocation à aider les primo-accédants, puisque à partir du moment où vous revendez, vous devenez second accédant, et là, le problème n'est plus le même. Donc finalement, c'est doublement intéressant pour le primo-accédant. Et le troisième élément, ça nécessite quoi? Ce dont on souffle le plus en France, je pense, qui pourrait régler un certain nombre de problèmes, c'est le volume de construction. Parce qu'effectivement, si on reste toutes choses égales par ailleurs, vous avez raison, si on construit, on fait un one-shot à prix pas cher, et ensuite on retombe dans les travers de l'ancien qui coûte très cher, ça fonctionnera pas. Mais si on part du principe que je continue de façon régulière à créer des opérations comme ça, je vais nourrir le marché de la primo-accession, et l'ancien ou le neuf, au récent, fera le travail de seconde accession. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui manque cruellement dans ce pays, et parfois je vous avouerai que c'est vrai que le fait que le lien entre l'État et les collectivités locales soit un peu distendu, fait que l'État impose des volumes conséquents, les élus locaux prennent ça un peu comme une forme d'agression, en tout cas d'éléments péremptoires, et prennent le contre-pied.
Ce qui sera intéressant aujourd'hui, et c'est par la voie législative que ça peut arriver, et par les élus locaux, d'autant plus que vous avez occupé une fonction locale, c'est de réussir à créer le lien entre il y a des besoins, c'est un élément fondamental de créer du logement et d'en construire et d'en réhabiliter. Donc faisons de cet élément un élément central, mais accompagnons les élus locaux de manière à ce que ça ne devienne pas, comme cette loi peut être un élément, Mathieu Viennet, pour construire. Mathieu. Aujourd'hui, on a un déficit. Prenez les résultats. Enfin, je suis désolé. Regardez prenez les résultats. Les permis de construire, le nombre de chantiers en cours. Aujourd'hui, c'est une catastrophe. Prenez les résultats de fin 2020. De fin 2019, par exemple, c'est plus qu'inquiétant. C'est-à-dire que non seulement on a une chute du volume de sorties et de nombre de mises en chantier qui a été indiqué, d'ailleurs, mis en lumière par Jacques Chanu, le président de l'AFFB, mais ça va bien plus loin que ça. Il y a des dispositifs qui accompagnaient, notamment, on parlait du dispositif Pinel qui a été prorogé, on parlait aussi des aides qui ont resolvabilisé une partie de la population, comme le PTZ, etc. On voit que c'est pas le cas. Ce qu'il faut espérer, c'est que dans votre loi, il y a aussi un accompagnement d'une politique proactive de l'exécutif, j'entends, ce qui n'est pas votre cas, parce que vous ne faites pas partie de l'exécutif, pour accompagner les effets possibles et concrets de votre loi, Jean-Luc Laglaise. Il y aura des éléments qui vont être travaillés pour le projet de loi de finances 2021. On est d'accord, c'est le corollaire, le corollaire de ce projet que je trouve vraiment extrêmement intéressant, parce que vous avez ouvert un champ possible, peut avoir des possibilités. Vous partagez cette idée? Est-ce que vos auditeurs, quand ils vous écrivent sur rendementlocatif.com, ils sont plutôt soit dans l'expectative ou plutôt ils se disent qu'il y a un effet d'aubaine, mais pour la primo-accession notamment? Alors nous, dans ce qu'on fait, nous, on a dans le service qu'on fournit, on a surtout des investisseurs particuliers, plutôt jeunes d'ailleurs. Ok. Plutôt jeunes? Ouais, quel âge 24, 35. Parce qu'en fait, les jeunes maintenant se posent beaucoup la question. En fait, dans les grandes villes, maintenant, c'est difficile. En fait, dans les grandes villes, c'est tellement difficile d'accéder à la propriété résidence principale. On parle de Paris, de la région parisienne ou des grandes villes. C'est quasiment tâche impossible. Et bah, du coup, à moins de 10 000 euros net par mois de revenus dans Paris, c'est une étude qui a été faite, on ne peut pas se loger correctement. Oui, mais du coup, parce qu'on a quand même des salaires convenables à Paris, donc en fait, mais pas assez pour les logements. Les logements vont encore plus vite. Pas pour tous, hein. Pas pour tous. Hein. Oui, mais donc, ils se rabattent de plus en plus. Et c'est pour ça que l'investissement locatif a le vent en poupe en ce moment, c'est qu'on peut quand même acheter. Pas forcément là où on habite ou un peu plus éloigné, et là à des prix beaucoup plus abordables. Hein. Pour un 2 pièces à Paris, on peut acheter un immeuble en province. Couronne. Oh, mais en province même, ou là où habitent les parents ou autre. Et dans ce cas-là, en fait, on accède finalement à la propriété. Alors pas de la même façon, mais ça n'empêche pas. On accède à la propriété, puis on est locataire. Ils louent leur résidence principale. Exactement. Et ils investissent. Exactement. Parce qu'ils ne peuvent pas acheter leur résidence principale. Et ça permet de la mobilité. Et ça permet la mobilité. Ça permet la mobilité. Quand on a une opportunité à 100 km, c'est plus facile. On la prend plus facilement. C'est plus facile de résilier son bail que de vendre son bien. Tout très juste. Voilà, et donc en fait, ça permet aussi du coup de prendre le train de l'immobilier et de l'investissement immobilier, donc en connectant la propriété, sans forcément... comme là, on dissocie, donc on est un peu locataire aussi, et un tout petit peu, et propriétaire, c'est un peu la même chose. Par contre, et donc on a surtout des investisseurs, et c'est surtout dans l'ancien. Alors, il y a du neuf, hein, mais le neuf, c'est beaucoup plus complexe pour un investisseur, mais l'ancien, il y a beaucoup plus de choix, en fait. Et du coup, il y a beaucoup d'anciens, voilà. Donc en fait, je sais pas, parce que là, ça concerne tout le monde. Alors moi, j'ai pas eu la réponse à votre question. C'était de dire, vous pouvez pas savoir si c'est pas les personnes aisées qui vont acheter. Alors, pardonnez-moi, Bassel, il nous reste. Je dis que c'est ouvert à tous les Français. Jean-Luc Laglaise, il nous reste. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est de changer la maîtrise foncière par un autre organisme. Voilà, mesdames et messieurs, il nous reste 2 minutes pour conclure. J'aimerais qu'on fasse un rapide tour de table et je vais vous laisser la conclusion, si vous voulez bien. On va commencer par vous, Mathieu, rapidement. Un petit, des bullet points qui nous permettent de bien rapidement, un dispositif tout à fait louable qui va dans le bon sens, mais qui nécessite énormément de pédagogie auprès des élus locaux, des services fiscaux, et je pense qu'il ne peut pas s'abstraire d'un volet sur le volume de construction et le fait d'augmenter le nombre de constructions, d'ailleurs que ce soit pour l'accession à la propriété ou pour la location. Merci Mathieu. Moi je trouve que c'est un mode très intéressant. Ça reste très complexe pour monsieur tout le monde. Même, je pense que même les professionnels, on se demande ce qui va... C'est quand même assez complexe. On a du mal à maîtriser ce qui va se passer. Mais en tout cas, c'est une nouveauté intéressante qu'il faut étudier. Il va falloir étudier. Voilà. Merci Bassel Abdi. Jeanne Massat. De la même manière, je pense que c'est un vrai pas en avant, en tous les cas, d'avoir ouvert une autre voie
encore et dans la régulation du foncier. Par contre, je suis convaincue qu'il faut un vrai accompagnement des collectivités, des mairies, pour qu'elles prennent vraiment en charge ce dispositif et convaincue aussi, comme nos amis promoteurs, mais qui soutiennent d'ailleurs la FPI et Alexandra de Fussac soutiennent ce projet de loi, considèrent que c'est une bonne chose pour la profession, mais par contre, il va falloir effectivement l'accompagner d'autres mesures incitatif pour la construction. Merci Jeanne Massat. Et moi je dirais que c'est une loi écologique en plus, et on n'en a pas parlé, parce qu'elle va permettre de faire revenir en ville des gens qui s'en sont éloignés, ils sont à 10 km, 15 km, 20 km, et qui ont acheté une ou deux voitures, puisqu'ils n'ont plus les transports en commun, et donc pour y revenir. Donc c'est une loi écologique parce qu'elles ne vont plus être dans les bouchons, elles ne vont plus polluer l'air, et quelque part on n'aura plus besoin de peut-être d'autant de voies de route, puisque en fait les personnes seront tellement près de leur lieu de travail et de leur lieu de loisirs qu'elles n'auront plus besoin de prendre leur voiture. Merci beaucoup Jean-Luc Laglaise. Voilà, nous l'avions dit, nous l'avons fait. Première émission. On en fera certainement d'autres puisque la pédagogie, c'est aussi la répétition. Jean-Luc Laglaise, je rappelle que vous êtes député de Haute-Garonne. Merci encore une fois d'être passé par le plateau de Radio Imo. Merci Mathieu Viennet d'être venu sur le plateau. Vous êtes fondateur de Livings, un promoteur. On vous souhaite plein de bonnes choses. Vous êtes aussi toujours le bienvenu sur Radio Imo. Merci d'être avec nous. Bassel Abdi, vous êtes le fondateur de rendementlocatif.com, extrêmement intéressant, www.rendementlocatif.com, /6 rendement locatif. Il y a un tiré du 6. Il n'y a pas de tiré du 6. Ah, il n'y a pas de tiré du 6. C'est attaché. C'est rendement attaché ? Tout à fait. On va mettre je vous propose qu'on mette l'URL sur le podcast de l'émission. Merci d'être avec nous. Revenez nous voir souvent parce que c'est extrêmement intéressant ce que vous dites. Et encore une fois, vous reflétez aussi ce que fait l'opinion quelque part puisque c'est les investisseurs que vous représentez. Jeanne Massat, fondatrice d'Habitéo, voilà, pour fluidifier et d'avoir des outils d'aide à la vente, c'est ça ? D'aide à la vente. Éditeur de solutions pour si vous êtes promoteur, le réflexe, c'est Habitéo. Voilà. Et merci de nous avoir reçus. Voilà. Merci en tout cas à toutes et à tous de nous avoir suivis. J'espère qu'on vous a donné suffisamment de réponses. Vous pouvez récupérer le podcast sur toutes les plateformes qui vont bien, notamment sur Radio Imo. N'hésitez pas à réagir et à nous écrire sur les réseaux sociaux. On se fera un plaisir de vous y répondre. Je fais un petit teasing sur l'émission prévue sur louer en confiance, un autre rapport parlementaire qui va aboutir à une loi du député Michael Nogal, que vous connaissez bien parce qu'il est de Haute-Garonne aussi. Ça sera le 25 février. Merci. Réécoutez et téléchargez gratuitement le podcast de cette émission depuis l'application ou le site de votre web radio.